On a souvent l'impression, lorsqu'on parle des écoles, que les écoles sont associées à des villes aussi. Donc, même si c'est l'école de l'Université Laval, on en a désigné souvent comme étant l'école de Québec ou l'école de Montréal, etc. Et donc, on a un peu l'impression que chaque ville, chaque université veut son école comme jadis, chacune voulait sa cathédrale plus belle, plus haute et plus majestueuse que la voisine. Et donc, c'est intéressant de savoir comment on détermine l'existence d'une école. Comment on sait qu'une école existe? Est-ce qu'une école peut s'auto-proclamer école? C'est une autre question. Qu'est-ce qui fait qu'une école existe dans une université? Par exemple, je reprends les exemples que Mathieu donnait. Pourquoi l'école de Sherbrooke serait l'école des PRD ou des processus de règlement des différends plutôt que l'école de la gouvernance environnementale? Il y a quand même un groupe de recherche sur la gouvernance environnementale. Ou sur les théories critiques, il y a un groupe de recherche sur les théories critiques. Il y a un groupe de recherche sur la gouvernance plus généralement. Enfin, c'est un centre de recherche sur la régulation et le droit de la gouvernance. Il y a également l'école que Mathieu veut partir, l'école buissonnière. Donc, pourquoi détermine-t-on qu'une école est de ce type-là dans une université? Pourquoi est-ce la pensée de certains de ces chercheurs, penseurs, professeurs qui déterminent que l'école existe? C'est vraiment des questions pertinentes et intéressantes. Le droit n'a bien sûr pas le monopole des écoles. En philosophie, ça existe depuis longtemps. Lorsque, par exemple, l'école d'Athènes est peinte ici par Raphaël, évidemment, c'est un résumé, ça ne fait pas toutes les distinctions. Donc, je sais qu'au cours des prochains jours, on fera les distinctions. Par exemple, à Bruxelles, Centre Perelman, École de Saint-Louis peut-être aussi, avec le séminaire interdisciplinaire et le droit en contexte. Bref, toutes les distinctions à faire entre les différentes écoles demeurent un enjeu aussi. Quand on sait que les écoles philosophiques de la Grèce antique étaient bien plus nombreuses, on ne peut pas parler de l'école d'Athènes, il faut parler de l'Académie de Platon, du lycée d'Aristote, etc. Donc, les écoles de pensée, on a aussi l'impression que c'était très en vogue au 20e siècle. On a l'impression qu'il y a eu beaucoup ce mouvement-là de désignation d'écoles en droit qui relève à la fois d'approches internes au droit, donc des écoles par des facultés de droit faites par des juristes, mais aussi de plus en plus, ce qu'on a vu au 20e siècle, c'est des écoles qui étudiaient le droit à partir d'autres disciplines, droit et société, l'école de Chicago, l'analyse économique du droit, etc., l'analyse Legal Process School, peu importe. Donc, il y a beaucoup d'écoles de pensée qui proviennent d'autres disciplines. Or, dans des écrits récents, on voit qu'on serait moins peut-être dans une guerre de discipline que dans une guerre de paradigme. Et donc, parfois, on constate qu'il y a des disciplines distinctes qui partagent un même paradigme. Par exemple, l'herméneutique qui est partagée par le droit, la théologie, la théorie littéraire, peu importe. Et parfois, on a l'impression aussi qu'au sein d'une même discipline, il y a des écoles très distinctes. Et donc, c'est un constat qui est fait notamment par François Hoffs et Antoine Bayeux. Chacune des écoles est guidée par quelque chose qui ressemble beaucoup à un paradigme, écrivait Thomas Kuhn. Et c'est dans cette perspective-là que j'ai construit la présentation, en constatant qu'à partir de là où je travaille sur les questions plus de droit de la gouvernance, on constate qu'il y a certaines écoles contemporaines du droit qui partagent un même paradigme. Et donc, au-delà des écoles, il y aurait la possibilité d'avoir un paradigme commun. Évidemment, c'est bien connu, on serait peut-être passé du modèle des écoles, de la même façon qu'on est passé peut-être du modèle de la pyramide à celui du réseau. Donc, peut-être qu'on pourrait concevoir aussi la pensée juridique comme étant une pensée qui de plus en plus s'élabore en réseau. Et le paradigme du réseau renvoie aux idées de régulation et de gouvernance, comme c'est écrit ici. Et donc, il y a peut-être, plutôt que de voir l'architecture des écoles, des pyramides ou des cathédrales, comme on l'a chanté peut-être à Québec cet été, là, il est peut-être fini le temps des cathédrales. Peut-être que la pensée juridique aussi s'élabore de plus en plus sur ce modèle du réseau. Et donc, c'est un peu le constat que je fais pour travailler sur les théories davantage de la gouvernance. Et donc, dans un premier temps, je veux brièvement le montrer. Donc, après que les sociologues du droit aient constaté dans les années 1990 ou 90 que les transformations du droit s'opéraient, notamment avec la transformation des politiques publiques, des modes d'action collective ou des instruments d'intervention étatique. On est passé à cette idée-là qu'il y aurait peut-être quelque chose comme un nouveau paradigme juridique, une révolution scientifique, ont écrit certains auteurs, dont A. Stéphane de Kerkhove, toujours dans le même ouvrage.
Un nouvel ordre juridique, nous dit Valérie Lasserre dans son ouvrage sur le droit de la gouvernance, et donc davantage vers un droit négocié plutôt qu'imposé, davantage vers un archipel de normes plutôt qu'un empire du droit à la Dworkin, par exemple. Avec toutes ces normativités émergentes qui émergent bien sûr de la mondialisation, qui émergent aussi de la nouvelle gouvernance étatique, donc le passage à des principes, des politiques, des directives, des principes directeurs, etc., bien recensés notamment dans l'ouvrage de Karim Beniclef sur une possible histoire de la norme. Avec toutes ces nouvelles normes, les juristes se sont interrogés à savoir comment concevoir ces nouvelles normes. Dans une densification normative, nous dit notamment Catherine Thibierge, ce qu'on appelle parfois l'école d'Orléans avec ses travaux. Donc, plus de normes, plus différents types de normes, une internormativité, c'était d'ailleurs un des thèmes d'un colloque antérieur. Avec cette idée, donc, que de plus en plus, il y a des phénomènes qui apparaissent et qui posent à la science normale du droit des questions conçues comme étant des anomalies. Certains ont parlé d'une mutation génétique de la norme, notamment Jean-Guy Bellé, d'objets juridiques non identifiés, d'Ogeny, Benoît Friedman, brouillage des catégories juridiques, Daniel Muckle. On s'est réinterrogé à savoir qu'est-ce qu'une règle de droit dans certains travaux, avec tous les types de gouvernance, une gouvernance qui serait globale, avec tous les travaux pertinents sur la question, une gouvernance qui serait bonne, notamment en matière de transparence des finances publiques et de code de bonne pratique, d'une gouvernance d'entreprise qui tente de plus en plus à s'imposer, même au niveau étatique. Il y a un gouvernement qui a été élu au Québec la semaine dernière et qui prévoit avoir un mode de gestion entrepreneuriale comme gouvernement. Une gouvernance étatique qui se modifie, notamment, on l'a vu dans les travaux de Jacques Chevalier, de Daniel Muckle et d'autres. Donc, tous ces travaux-là participent d'une réflexion commune, en fait, sur les gouvernances, pas seulement la gouvernance, mais les gouvernances dans différents domaines, dans différents milieux, d'un constitutionnalisme qui ne serait plus qu'étatique, mais sociétal, global, qui porterait sur l'environnement, la santé, etc., des gouvernances dans différents domaines, gouvernance autochtone, gouvernance de l'eau, gouvernance de la santé, etc., mais toute cette pensée-là, donc, elle s'élabore davantage suivant le modèle du réseau. Donc, avec les nouveaux acteurs de la gouvernance, maintenant, on gouverne moins par loi et règlement, ou pas seulement par loi et règlement, devrais-je dire, mais par objectif, par instrument, par standard, indicateur et par algorithme, de plus en plus, par les nombres, dit Alain Supiot. Donc, ces exigences de la gouvernance, en termes d'efficacité, de proximité, de participation, légitimité, peu importe, se transmettent également en exigence pour le droit. Et de plus en plus, on se soucie de la qualité de la norme. Il y a des travaux là-dessus, de l'efficacité de l'acte normatif, de la légitimité, de l'effectivité. On s'intéresse de plus en plus à un certain nombre de processus. Bref, tous ces travaux-là, on a l'impression qu'ils se développent dans un dialogue entre eux. Et de plus en plus, on sent que la réflexion, elle est commune parce qu'on essaie de concevoir. Donc, pour ça, on revisite les sources du droit, on s'intéresse au droit souple, au droit soluble, au droit dans toutes ses textures de mou, doux, flou, genou et boupou. Le droit est mou, mais c'est du droit, on dit Xavier Delgrange et son co-auteur de Trou. Les études sur le droit souple, et bien sûr, les théories de la gouvernance qui s'élaborent, donc les juristes qui s'intéressent de plus en plus dans une perspective d'interdisciplinarité à la théorie économique, notamment avec l'efficacité, au management, ainsi aussi qui insistent là-dessus, à la philosophie politique, les exigences de légitimité, à la sociologie, la notion d'effectivité. Donc, une perspective de plus en plus internormative, mais aussi interdisciplinaire. Les juristes réinterrogent qu'est-ce qui fait la force d'une norme, revisitent les sources du droit, questionnent qu'est-ce qu'une règle de droit, qu'est-ce que sa juridicité, se demandent si la norme juridique n'est pas simplement reformatée. Et pour ça, il y a certaines théories qui sont convoquées, notamment le pluralisme juridique, le droit postmoderne, le pragmatisme juridique, etc. Donc, les juristes s'intéressent de plus en plus, dans cette perspective-là, ceux qui travaillent sur ces questions, aux théories de la gouvernance qui ont été développées dans différents domaines. En arrière-plan de tout ça, il y a cette hypothèse que je formule que non seulement le droit s'élabore en réseau, mais que ce réseau est porté par peut-être quelque chose comme un paradigme commun qui serait celui de la cybernétique.
Donc, non seulement il y aurait du pluralisme, du pragmatisme, du droit postmoderne, mais qu'il y aurait en arrière-plan cette idée qui avait été développée à partir des années 40 aux États-Unis, notamment dans les conférences interdisciplinaires Macy's, les conférences qui se sont tenues de 43 à 56 à peu près. On a voulu faire une nouvelle science du contrôle et de la communication avec des notions de rétroaction, de feedback, communication, d'information, d'autorégulation, d'apprentissage, d'auto-organisation, etc. Donc, de systèmes, de programmes, de réseaux, tout ça fait partie donc de la théorie cybernétique et on a l'impression que le management aussi poursuit cet objectif-là. Donc, cybernétique et gouvernance partagent une même origine étymologique. Kubernétiquer, Kubernan, Kubernetes, gouverner, diriger, piloter un navire. Jusqu'à une date récente, écrivait Norbert Wiener, qui a nommé la notion de cybernétique. Il n'existait pas de mot pour désigner ce complexe d'idées afin de désigner le champ tout entier par un terme unique. Je me suis vu dans l'obligation d'en inventer un, d'où le mot cybernétique que j'ai fait dériver de Kubernetes, ou pilote, du mot grec, gouverner, gouverneur, etc. Jean Goulet, dans les cahiers de droit, qui était professeur ici, dans les cahiers de droit en 1973, nous parlait du processus de feedback qui se manifeste de plusieurs façons. On peut le constater à tout le moins par les très nombreuses manifestations apportées chaque année aux législations locales. Toutes ces conditions sont remplies. On peut identifier le droit à un système cybernétique. Donc, cette notion-là, elle est présente dans les écrits juridiques, notamment dans cet article de 1973 du professeur Goulet. Les professeurs Host et Van de Kerkhove nous disent que la notion de réseau, dans son ontologie relationnelle, est cybernétique et liée à une pragmatique de l'intersubjectivité de la communication. Il cite alors en bas de page des auteurs qui ont travaillé la théorie communicationnelle. J'en ai ajouté quelques autres. Mais donc, derrière la notion de réseau, il y a bien sûr la notion de cybernétique, donc de penser le droit en réseau, la pensée juridique en réseau. C'est déjà une notion qui nous renvoie à la cybernétique. Donc, la cybernétique, elle est en arrière-plan de toute une série de disciplines, dont la linguistique, la sociologie, la psychologie, etc. Toutes les disciplines qui ont utilisé la notion depuis longtemps, mais aussi la robotique, l'informatique, qui de plus en plus sont des disciplines auxquelles le droit réfère ou s'en remet à. Donc, il y a un lien également entre cybernétique et théorie des systèmes en arrière-plan. Pierre Norow écrivait dans les cahiers de droit encore que la notion de système qui a été popularisée dans les années 60 est tirée de la cybernétique. Donc, bien sûr, là, toutes les théories systémiques. Et lorsqu'on regarde les travaux de Luhmann et Tumner notamment, on se rend compte que droit et réflexivité, le droit comme système autopoïétique, mais la notion d'autopoïèse, encore là, c'est une notion qui vient de la seconde cybernétique, avec Varela et Maturana notamment, sur l'évolution biologique. C'est eux qui avaient parlé d'autopoïèse dans un premier temps. Donc, Lise Binet écrivait, encore un article des cahiers de droit, elle écrivait que toute production scientifique qui porte sur le concept ou la notion de système s'inscrit ou fait référence à la cybernétique, à la théorie générale des systèmes. Donc, notamment, c'est le cas pour les théories de Luhmann. Il y a beaucoup de travaux récents qui ont été publiés ici, faits par Martine Valois, Margarida Garcia de l'Université d'Ottawa. Des travaux également, je sais que Michel Commune est aussi intéressé à la notion dans une perspective critique. Jean-Guy Bellé, les contrats d'approvisionnement à l'ère de la cybernétique. Bien sûr, tous les travaux qui se font au CRDP ou au centre, au laboratoire de cyberjustice avec Karim et Vincent. Pierre Trudel en traite aussi. Bref, il faut peut-être repenser le droit à l'ère numérique. En fait, il faut être conscient en tant que juriste que nous avons là des défis nouveaux de gouvernance algorithmique notamment, de conversion des droits en nombre et de culture juridique qui se modifie. Il faut être capable de relever ces nouveaux défis que posent au droit les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, ces questions-là. Donc, non seulement on a toutes les questions traditionnelles qui se sont toujours posées, mais en plus, on a des questions qui font appel à une pensée. Et donc, je pense que lorsqu'on travaille sur ces questions-là, il faut s'intéresser dans une perspective de développement de la pensée juridique en réseau plutôt qu'en école. Le réseau peut être composé d'écoles, d'accord, mais qu'il faut dépasser la seule notion d'école. Voilà, merci.